Bonsoir. Cela fait un mois, ce 17 avril 2020, que le Cameroun a engagé la bataille contre le coronavirus. Le pays est passé par le doute quant à la morbidité de cette maladie pour reconnaître ensuite une propagation galopante alors que les populations réclament toujours des mesures d'accompagnement, des gestes censés barrer la voie au virus. Où en est-on à J+30? Donc, nous en parlons avec Serge Espoir Matomba, notre invité de ce soir. Bonsoir, monsieur le grand conseiller, près de la mairie de Douala. Merci et bienvenue sur le débrief de l'actu. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. C'est avec un plaisir que j'ai accepté votre invitation et j'espère que nous allons pouvoir édifier ou apporter une contribution conséquente contre la lutte contre le Covid-19. Et je dis aussi bonsoir à mon copanéliste qui est un aîné, pour qui j'ai beaucoup de respect. Merci beaucoup. Voilà. Et que je ne présente plus, Jacques Dobel, bonsoir, bon retour. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Vous êtes sorti un peu de votre confinement. De temps en temps, il faut bien revenir pour dire deux, trois choses sur l'actualité du jour. Tout à fait, Carole. Alors, Serge Espoir Matomba, on va commencer, on parle, l'actualité c'est le Covid-19, non pas seulement au Cameroun, mais dans le monde. Et hier, le président de la République est donc réapparu à la télévision. Le tweet de l'ambassadeur de France qui annonçait son audience avec le président, il dit « Paul Biya fait une apparition publique coupant court à la rumeur ». Vous aviez cru à cette rumeur? Il faut dire que c'était sans surprise pour moi, parce que lorsque vous connaissez et que vous prenez la peine d'étudier, n'est-ce pas, les comportements du président depuis les années 82, vous allez comprendre que ce qui se passe, je crois qu'il aime bien ça, alimenter des rumeurs. Paul Biya fait du Paul Biya. Après, faire une apparition. Et en fait, il réussit d'une façon ou d'une autre à ramener les acteurs politiques dans un cadre de divertissement, de faits divers. Ce qui fait que vous allez constater que plusieurs, n'est-ce pas, se sont prêtés au jeu. Et on se retrouve là à faire des commentaires, des débats dans la façon, une manière propre au chef d'État de fonctionner depuis des années. Donc Paul Biya distrait du monde. Écoutez, c'est son mode de fonctionnement. Il a une définition de la démocratie qui est propre à lui. Il gère le Cameroun comme il entend, avec le projet qu'il a. Ce qui passe forcément aussi par ce projet-là, c'est quelquefois des silences et des disparitions. Donc, ce qui ne voudrait pas dire que c'est la même façon que Serge Espoir pourra gérer le Cameroun. Vous m'avez coupé l'herbe sur le pied. Donc, le projet que je porte ou que nous portons, et plusieurs autres acteurs aussi, peut-être pour certains, le silence est inclus, peut-être pas. Mais pour moi, le silence n'est pas inclus. La présence effective est nécessaire et il est important de dire que oui, nous n'allons pas entrer dans ce débat de faits divers parce que pour nous, jusqu'à preuve du contraire, c'est un non-événement. Jacques Dobel, est-ce que c'est un fait divers de parler de la présence ou de l'absence d'un président dans un contexte aussi grave qu'une pandémie, là où il est attendu pour certains, et même s'il mène des actes, on a vu une série de décrets signés ces jours-ci, on ne peut pas dire que sur le plan institutionnel, le président soit absent, mais sur le plan physique, est-ce que vous comprenez que du monde réclame sa présence physique? Je crois que quand on a vécu avec ce président-là depuis 36 ans, on ne devrait plus s'émouvoir de le voir disparaître, réapparaître à sa guise. C'est la méthode Biya et il faut bien s'y habituer. Est-ce qu'il y a une bataille politique autour de ce Covid? Est-ce que c'est sain de ce type de joute politique autour d'une pandémie aussi grave? Non, si vous me permettez d'abord de revenir sur deux aspects. Il faut savoir que la méthode Biya
ne devrait pas, pour nous, être un exemple. Et puis, nous devons pouvoir comprendre cela. Parce que même dans l'élaboration de nos différents projets, nous devons intégrer les faiblesses et même les avantages de nos adversaires. Ce qui fait que nous devons étudier méticuleusement l'adversaire. Par exemple, le silence qui est d'or. Est-ce qu'on peut pas intégrer ça dans votre mode de gestion? La crise de Boko Haram, lorsqu'elle battait encore au fort, n'est-ce pas, en plein milieu du Cameroun, vous allez voir que la déclaration ou les déclarations, c'était soit hors du Cameroun ou alors dans un aéroport. Ce n'est pas une intervention directe du chef de l'État qui s'adressait à son peuple. Vous allez prendre aussi l'exemple de la crise, le déraillement du train à Ezeka. Là, on parlait des centaines de personnes, de familles touchées. Donc, vous allez voir que là, ce sont des mesures qui ont encore été prises. Et quand vous allez entrer même en plein dans la crise du nord-ouest et du sud-ouest, vous comprendrez que, en réalité, c'est le mode de fonctionnement du chef de l'État. Donc, ce n'est pas parce que il disparaît physiquement qu'il n'est pas là. Donc, pour nous, si nous entrons dans ce jeu, en réalité, il nous entraîne. Et nous devons donc pas envie de vous laisser entraîner. Non, nous ne devons pas céder. Et c'est pour cette raison que nous disons que pour nous, jusqu'à preuve du contraire, c'est des faits divers. Parce que vous savez, la vacance du président ne se cache pas. Se constate. Et puis, le mécanisme se met en place. Donc, on ne peut pas improviser. Et donc, c'est un peu puéril pour les autres politiques que de dire que une absence veut dire une vacance? Écoutez, j'ai une très mauvaise habitude de ne pas juger les comportements des autres hommes politiques. Vous venez de le faire avec le président de la République. Ce que je fais, c'est que je parle le plus souvent des projets que nous avons, mais vos adversaires, il est clair que vous devez étudier leur méthode de fonctionnement pour savoir comment aborder, n'est-ce pas, la question. Pour revenir maintenant à votre question, je dirais ceci. La lutte contre le Covid-19 n'est pas une bataille politique. C'est une bataille technique. Et à un moment comme celui-ci, nous devons avoir la capacité d'être honnêtes envers nous-mêmes et nous dire, nos différentes casquettes politiques ne sont pas importantes en ce moment. Ce qu'il faut faire, c'est l'union sacrée autour du combat contre cette pandémie. Parce que voyez-vous, Madame Yemelon, ce virus, lorsqu'il frappe, il ne veut pas savoir si vous appartenez au PURS. Il ne cherche pas de carte politique. Ou à un autre parti politique. Il ne veut même pas savoir de quelle religion vous êtes. Vous avez vu que même des églises, des mosquées ont fermé. Et des gens prient à domicile. Il ne veut pas savoir de quelle tribu vous êtes, ce virus. Donc, comment pouvons-nous donc nous organiser en groupe et croire que nous allons... C'est la meilleure méthode pour combattre ce virus. Mais il y a aussi que qu'on pose des actes quand on est un homme politique. Malheureusement, on l'est, qu'on dorme ou qu'on respire. Ça veut dire qu'à un moment donné, quel que soit le contexte dans lequel on pose un acte, est-ce qu'on n'a pas toujours en arrière-pensée les suffrages, faire plaisir, plaire, pas faire plaisir, mais plaire à celui à qui on s'adresse, en espérant après venir demander ses suffrages? Nous avons aussi ce problème de culture politique. Et vous ne pouvez pas détacher l'image de Serge Espoir Matomba au PURS aujourd'hui. Mais lorsque Serge Espoir Matomba doit poser une action sociale, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant? Parce que si c'est l'action sociale qu'il veut mettre, il n'a pas besoin de mettre Serge Espoir Matomba, l'homme, en avant. Je vous prends un exemple simple. Hier, j'ai été reçu par le ministre Manouna Fotso, le ministre de la Jeunesse. Pourquoi je vais rencontrer le ministre de la Jeunesse? Parce que lorsqu'on observe, on se dit, il y a quand même plusieurs jeunes qui m'ont sollicité et qui disent, nous voulons mener des actions pour lutter contre le coronavirus. Comment encadrer ces jeunes-là? Qu'est-ce qui est prévu au niveau du ministère? Qu'est-ce qui est même prévu au niveau de la mairie? Vous savez que je suis aussi par ailleurs le président de la commission jeunesse, sport, femmes, culture, loisirs et solidarité au niveau de la grande mairie. C'est une grosse commission. Et une lourde responsabilité. Et dans la vision même du maire présent, il faut réussir à autonomiser les jeunes et les femmes. D'accord. Vous voyez? Donc, il faut aller rencontrer des écoles de formation, des universités. Il faut discuter avec ces derniers et discuter même avec des entreprises pour qu'on puisse former des jeunes. Parce que vous avez, n'est-ce pas, une jeunesse qui est toujours prête à vous dire, à chercher du travail sans avoir une seule formation.
Je reçois, Madame Yemelon, des CV presque tous les jours. Mais dans le cas d'espèce, en revenant je reviens au Covid, je reviendrai au Covid, permettez-moi. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il faut réussir à encadrer les jeunes, à permettre à ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de le faire, mais surtout les accompagner. Et lorsque je rencontre le ministre, on discute donc de l'implication des jeunes. Il y a toute une batterie, n'est-ce pas, de mesures qui ont été prises aussi à leur niveau. Et j'étais non seulement émerveillé, mais surpris d'entendre certaines choses. Parce que c'est là-bas que vous l'appreniez? Parce que, évidemment, l'information ne circule pas jusqu'à... Parce que ce n'est pas médiatisé. L'information ne circule pas. Mais est-ce que et donc ceux qui ne peuvent pas faire la démarche pour aller vers les ministres, pour les rencontrer, pour être... Non, je pense que nous devons avoir commencé déjà à intégrer le fait que toute chose ne viendra pas à nous. Nous devons aller vers. Parce qu'il n'y a pas que le ministre que vous pouvez rencontrer, il y a le délégué régional, il y a le délégué départemental, il y a le délégué d'arrondissement. Il y a que dans chaque domaine, vous pouvez être encadré si vous allez vous-même chercher l'information. C'est un peu comme l'emploi. Personne ne reste à la maison et attend un emploi, sauf ceux qui sont vraiment alors complètement paresseux. Sauf que dans le cas d'espèce, excusez-moi, c'est un bien public à mettre à la disposition de tout le monde parce que ça peut sauver des vies. Oui, donc dans le cas d'espèce, peut-être pour revenir au Covid, lorsque nous abordons donc cette question avec le ministre, comment impliquer plusieurs jeunes dans la lutte? Et déjà, même en passant, vous savez que je fais partie de ceux qui ont fait la proposition selon laquelle au 21e siècle, à ce moment, il n'est plus admissible pour nous d'importer des masques pour la lutte contre le Covid. Et pourtant, nous avons la Sodécoton, nous avons SICAM qui est là et malheureusement qui représente 3% du marché de l'habillement du textile au Cameroun, ce qui est d'ailleurs grave. Donc, on peut utiliser SICAM et vous avez vu que les différentes concertations autour de la lutte contre le Covid ont permis à n'est-ce pas, réquisitionner SICAM, qui lui doit aujourd'hui fournir près de 15 millions de masques. Mais comment est-ce que ces masques se feront? Ils se feront par des entrepreneurs camerounais. Mais où les trouver? Il y a plusieurs personnes qui sont là et c'est à ce niveau que le débat devient intéressant. Combien de personnes sont formées pouvant faire, n'est-ce pas, confectionner les masques et les livrer à SICAM? Il s'agit de cela. Donc, dans la rencontre avec le ministre, je constate d'ailleurs que certains centres sont même déjà équipés de machines. Vous voyez? Donc, dans l'interprofessionnalisation de certains jeunes, ils avaient même déjà équipé certains. Ça, c'est une information que je n'avais pas. Et il y a d'autres activités. Mais en dehors de cela, il y a des jeunes aujourd'hui que nous sommes en train de regrouper par association, par groupe, pour qu'ils puissent, et on va donc accompagner ces jeunes avec quelques moyens, pour qu'ils puissent être de ceux-là qui pourront donc résoudre le problème du déficit qu'on a. Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'à chaque problème, une opportunité. D'accord. Jacques Dobel, un mois plus tard, tout ce développement, est-ce que ce n'est pas un peu lent à l'allumage? Ben, ça dépend, parce que la lenteur par rapport à quoi ou à quel temps? Par rapport à comment le virus se propage, par rapport à quel moment il s'est déclaré, par rapport à comment on aurait pu anticiper en voyant ce qui s'est passé ailleurs. Ce que je vais dire n'engage que moi. Moi, je pense que ce qui est fait jusqu'à présent au Cameroun se fait peut-être pas selon la volonté de nous tous, mais je crois que c'est assez acceptable parce que quand on voit avec dans quelle proportion les Européens, les Occidentaux en général, pas Européens comme Américains, ont été surpris avec les dégâts qu'ils ont enregistrés. Je crois que là, nous ne sommes pas de très mauvais élèves. D'accord. Et on en vient justement à cette stratégie du gouvernement dont la stratégie, la lutte contre le Covid-19. Je le disais, c'est le 17 mars, Serge Espoir-Matomba, que les premières mesures barrières ont été mises en place par le gouvernement. On a annoncé la fermeture des frontières, on a renvoyé les élèves à la maison, les enfants aussi. Aujourd'hui, quelle évaluation vous faites de cette application? Je dirais déjà dans un premier temps que ces mesures étaient nécessaires. Nous avons vivement appelé à cela. Hein. Moi, je fais partie des premières personnes à avoir demandé qu'on ferme des frontières. Je me rappelle encore toutes les insultes que j'ai dû subir. J'ai été obligé d'adresser un courrier au Premier ministre pour demander qu'on puisse, n'est-ce pas, fermer des frontières. Pourquoi c'est important de fermer les frontières? C'était important parce que c'est un virus qui ne venait pas du Cameroun, vous voyez, et plusieurs pays étaient déjà touchés. Et aujourd'hui, vous savez que le monde est interconnecté. Donc, il était possible que des personnes, n'est-ce pas, nous ramènent
le virus. Et c'est d'ailleurs... Et le gouvernement s'est exécuté c'est tard, d'ailleurs... a mis en place Non, très tard. je ne dirais pas qu'il s'est exécuté. Vous savez que la gestion est compliquée, Madame Yemelon. Gouverner aussi, quand on demande les suffrages, c'est trop simple de dire Madame Yemelon, on a besoin de faire ci, on va faire je ça. ne suis pas ici l'avocat du gouvernement, mais ce que je veux dire, parce que je fais partie de ces Camerounais honnêtes, qui pensent que même pour prendre une décision, il faut mûrir la décision. Sinon, vous prendrez une mauvaise décision et puis vous serez en train de battre en retraite et ce sera un problème. Une chose est évidente, c'est que les frontières ont été fermées. Est-ce que ça porte du fruit? La réponse est oui. Il y a une limitation parce qu'aujourd'hui, nous ne serons pas à près de 1000 cas parce que c'est plus ou moins les chiffres officiels. Oui. Donc, nous ne serons pas à près de 1000 cas, nous serons peut-être à 20 000, 30 000 cas et plusieurs décès. Maintenant, est-ce que la gestion au niveau interne se passe de la meilleure des façons? C'est à ce niveau qu'on peut quand même questionner. Mais je voudrais dire une chose. L'heure n'est pas au questionnement de ce qui est en train de se passer dans cette lutte. Vous savez que malheureusement pour nous, je l'ai toujours dit, si vous vous rappelez sur vos plateaux, nous avons à la tête de notre pays des personnes qui n'ont pas une véritable vision. Et subitement, il n'y a jamais eu de prévision. Quand vous allez aller questionner, est-ce que il y a véritablement dans le département de lutte contre les pandémies ou les épidémies au Cameroun, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il est arrivé plusieurs fois de faire des simulations? Parce que ça se passe aussi dans la partout protection ailleurs. civile aussi. Est-ce qu'il est arrivé plusieurs fois de faire des simulations? Si on a ceci, comment on réagit? Comment? Et là, vous allez comprendre que non. On a toujours travaillé, géré ce pays en plan d'urgence. Et nous voilà donc arrivés dans un véritable plan d'urgence. Il faut donc l'implémenter. Donc, et vous allez, on constate que des choses sont en train de se faire. Il y a beaucoup de volonté populaire parce que personne ne veut mourir. Personne. Il y a beaucoup de volonté populaire, même si il y a beaucoup d'inconscience aussi. Mais il y a aussi, voilà, on a décrié cette inconscience. Même si il y a on a dû rendre le port du masque obligatoire et depuis lundi dernier, quand vous regardez dans les rues, avant d'arriver dans votre studio, oui. avant d'arriver dans votre studio, j'étais avec un de mes collaborateurs, je lui ai dit, je vais faire une expérience. On va compter les gens qui abordent le masque. Alors, sur 10 personnes, 8 avaient le masque au niveau du menton. J'ai dit, voilà un nouveau objet de décoration. Qui est attaqué, hein? C'est pas le menton qui est attaqué, mais le masque était au niveau du menton. Et puis, il y a une autre personne qui avait le masque au niveau du bras. Donc, vous comprenez l'inconscience dans laquelle nous sommes. Et c'est ce qui est en train de nous coûter. Parce que nous ne comprenons peut-être pas. Pour certains, quand ils veulent parler, ils descendent le masque et puis ils parlent. Et pourtant, il faut parler dans le masque, il faut couvrir les narines avec le masque. Peut-être qu'il faut qu'on continue dans l'explication, c'est important. Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas. D'autres ne comprennent même pas pourquoi ils doivent porter le masque. Mais c'est important et c'est à ce niveau que je voudrais dire, madame, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Parce que si vous voulez compter sur ce gouvernement qui a ses méthodes de fonctionnement et ces méthodes sont toujours limites, alors il est clair que nous n'allons pas sortir de l'auberge. Mais ce que je dis, c'est que l'heure n'est pas à la critique de l'action qui est posée. C'est à l'union pour que toutes les actions posées pour lutter contre ce virus soient efficaces. Et là, c'est à ce niveau que nous devons intervenir. Nous devons donc intervenir en tant que politique pour dire aux gens, non, ce n'est pas une affaire politique, ce n'est pas une affaire de parti. Les techniciens sont en train de travailler, accordons-leur le bénéfice. Mais pour évaluer, il faut critiquer. Et quand vous regardez ces mesures, non seulement dans l'application, côté gouvernement, côté population, qu'est-ce qu'il y a à relever? Nous faisons, vous savez, nous faisons ce qu'il y a à faire. Lorsque j'observe un cas, ou alors des cas, parce qu'il y a des dénonciations qui arrivent. Bien sûr. Ah non, je prends le papier et le bic, je saisis les personnes. Si vous approchez le ministre de Santé, il vous dira, j'ai reçu ceci, de ces gestes. Il n'y a pas que lui. Si vous approchez le Premier ministre, ils vous diront, je ne suis pas le seul. Mais la méthode dans la gestion d'une crise est très importante. Parce que si vous vous mettez à crier au marché, oh, ceci ne marche pas, vous mettez des gens beaucoup plus dans la peur que dans la solution. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui craignent aller dans les hôpitaux. Ils ont peur d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils se disent que s'ils meurent, leur corps sera tout simplement jeté. Oui, oui.
Et alors, les gens préfèrent cacher la maladie, ce qui est très grave. Et ce qui ne met pas en sécurité leur famille et leur entourage. Donc, il est important aujourd'hui que chacun de nous, n'est-ce pas, essaye d'apporter sa contribution pour que nous mettons déjà hors des frontières ce virus. Après, nous allons régler nos problèmes politiques parce que ces problèmes, le virus ne va pas les effacer. Ils resteront rendu dans à nos ce jour, abondances. donc, rendu à hier, les mesures ont été reconduites sur 15 jours. La reprise des cours a été annoncée pour le 1er juin. Et puis, l'État annonce aussi un soutien financier pour après une étude visant à évaluer l'impact du Covid-19 sur les ménages les plus faibles, notamment. Vous êtes satisfait de cette orientation un mois plus tard? Je dirais que dès le début, n'est-ce pas, j'ai même demandé qu'on puisse, n'est-ce pas, procéder au rectificatif de la loi des finances. Et je suis monté au créneau pour dire qu'il fallait qu'on supprime même Et des le gouvernement ne charges. semble pas écouter cela parce qu'il y a Non, c'est pas un langage qu'ils comprennent. C'est pas un langage qu'ils comprennent trop. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Malheureusement. Si c'est nécessaire, c'est pas un langage qu'ils comprennent faut pas trop. seulement le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils reviendront là-dessus d'ici quelques mois. Oui. Vous voyez? Et à la pourtant, session de juin, par ils exemple, pouvaient anticiper. J'ai essayé de faire un schéma, Madame Yemelon. Je me suis dit, imaginez un seul instant que nous étions coupés du monde. Nous ne pouvons pas sortir, entrer, des gens ne peuvent pas entrer et rien ne peut sortir ou entrer. Est-ce que nous pouvons vivre au Cameroun? En autarcie, totalement. Est-ce que nous pouvons? Est-ce que nous ne sommes pas coupés du monde? Les frontières sont fermées. Ben, écoutez, bon, peut-être pas pour les biens, mais les personnes, non. Écoutez, oui. C'est une question qui doit pouvoir nous renvoyer à une pensée stratégique du développement de notre pays. Qu'est-ce que nous consommons? Qu'est-ce que nous Est-ce que nous avons des choses pour tenir sur place? Est-ce que nous avons des choses? Et ce moment est un moment idéal. C'est-à-dire, est-ce que l'olive va pas arriver? Est-ce que le poisson pour repenser qui le développement de notre pays commerciale, en mettant sur pied certaines priorités ou alors en inversant complètement les priorités. Parce que, voyez-vous, ce qui va arriver après, les autres sont déjà en train de réfléchir comment l'après sera géré. Nous sommes en train de réfléchir sur comment on gère la propagation, qu'on arrête la propagation. Parce qu'elle va très vite. Entre-temps, les autres sont en train d'avancer. Donc, nous déjà, nous n'avons pas un plateau technique conséquent. Jusqu'à ce jour, on ne nous a pas dit si on a commandé un nombre conséquent de respirateurs. Ils sont arrivés par l'aéroport de Douala aujourd'hui. Je ne connais pas le nom, peut-être vous connaissez. On ne nous a pas dit, du moins, il y a plusieurs choses qu'on ne nous dit pas. Mais on ne sait pas comment la prise en charge, si vous voulez, de plusieurs personnes qui pourront avoir besoin d'assistance respiratoire se fera. Il se dit que tout est plein d'ailleurs, qu'il n'y a plus de place. La meilleure option et la meilleure solution, c'est la prévention. Donc nous devons maximiser dans la prévention pour qu'on ne puisse pas avoir des cas. Donc, ceci dit, l'heure est venue pour nous de repenser nos priorités. Comment on fait? Est-ce que nous serons en mesure après cette crise? Parce que, voyez-vous, quelqu'un me disait l'autre jour, mais le budget du Cameroun, mais je dis, le budget, il est prévisionnel. Vous avez déjà le deuxième contributeur du Cameroun qui a été déclaré sinistré économique, le nord-ouest et le sud-ouest. Ça veut dire que l'assiette fiscale, elle est totalement réduite. Réduite. Bon, maintenant, vous ne pouvez pas attendre les 4 000 milliards. Après, il y a les dons, les aides, et puis il y a l'allègement de la dette. Il y a que presque tout est paralysé. Comment vous faites pour recouvrer? Là, il y a un problème. Donc, là, il faut aller toucher certainement les fonds de souveraineté pour faire bouger le pays. Donc, il est important. Et puis, lorsque vous n'avez pas compris plusieurs de ces choses, vous pensez, vous vous appressez à dire des choses tout simplement pour faire plaisir. Mais je dis, l'heure est venue pour nous tous de nous poser des bonnes questions et évidemment mener des bonnes actions. Serge Espoir Matomba, moi je suis habitant de Douala 4e, dont vous êtes un élu. Et Douala 4e, c'est une zone industrielle par excellence. Est-ce que en ce moment, les habitants de Douala 4e bénéficient vraiment de l'implantation de cette zone, surtout en ce moment de crise sanitaire? S'il va falloir penser aux priorités. Alors, je vais peut-être faire un coup de chapeau au maire de la ville, le docteur Mobi, peut-être parce que c'est
un médecin. Vous savez, quand il est arrivé, vous savez qu'on sort d'une élection, Tout à fait. il a tenu à réunir d'abord les élites de la localité et les conseillers et autres dans une discussion. Aujourd'hui, même encore, on sort d'une concertation avec tous les conseillers de Bonabéry. Ce n'était pas une session, c'était une concertation entre conseillers et maires. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec le sous-préfet, évidemment, ils ont convoqué pratiquement toutes les entreprises qui existent à Bonabéry, les grandes entreprises. Je le dis parce que j'ai été invité à cette réunion, j'ai pris part à cette réunion. Alors, il était question que nous puissions, n'est-ce pas, conjuguer les efforts pour lutter contre la maladie, contre cette pandémie à Bonabéry. Et qu'est-ce qui est sorti de cela? Il y a pu y avoir, on a constitué un comité de lutte contre le Covid-19. Et dans ce comité, vous avez donc des industriels qui font partie, vous avez des personnes, des personnalités influentes qui sont là, il y a quelques conseillers, il y a le sous-préfet, il y a bien d'autres. Donc il est question, n'est-ce pas, chaque entreprise, je prends l'exemple d'une, aujourd'hui si je peux la citer, Simancam, qui a donné 5000 masques. Alors, des entreprises à distribuer gratuitement aux populations de Douala 4. Gratuitement. Ce sera fait dès la semaine prochaine. Donc, vous voyez donc qu'il y a toutes ces entreprises, pour plusieurs, ont pris l'engagement d'accompagner Nestlé et autres, je pourrais vous citer certaines comme ça, ont pris l'engagement d'accompagner et il y a donc le comité se charge donc de recueillir tous ces dons et dispatcher. Il y a une brigade de pratiquement 180 personnes qui vont commencer à sillonner la ville de Bonabéry dès lundi, après les formations qui vont bénéficier. Mais je vais alors vous parler de ce que les conseillers même qui ont été choisis par, n'est-ce pas, les populations ont décidé de faire. Chaque conseiller, n'est-ce pas, on a ouvert ce jour une caisse au niveau de la mairie, parce que ça c'est l'effort aussi que chacun doit pouvoir apporter, où chaque conseiller doit pouvoir apporter une contribution et la semaine prochaine, à partir de la fin de la semaine prochaine, chaque conseiller ira donc dans son quartier. Vous avez plafonné les contributions ou alors chacun donne comme il sent de sa poche? Et les contributions sont plafonnées, mais d'autres peuvent donner beaucoup plus. Je préfère ne pas avancer les montants ici. Pourquoi mais pas? C'est aussi la transparence. C'est une volonté. Chaque conseiller doit donner 100 000, hein, si vous voulez. Voilà, c'est ça. 100 000 francs pour certains. Certains ont dit qu'ils pourront donner 50 000. Mais il est question, n'est-ce pas, d'avoir du matériel suffisamment pour distribuer dans toute la ville de Bonabéry. Et non seulement ça, sensibiliser les gens parce que la prévention reste. Mais ça, c'est la meilleure. Oui, est-ce qu'au niveau de la commune ou alors du conseil municipal, vous avez prévu une dotation spéciale pour l'hôpital du district de Bonassama? Est-ce que vous avez aussi fait un collectif budgétaire? Il faut dire que déjà, le chef de district fait partie du comité. Ah, ok. Le chef de district fait partie du comité. Et voilà, il y a déjà des actions qui sont même menées. Hein. Faut pas, ce que je dis là, ça ne veut pas dire que tout est se fera à partir de la semaine prochaine. Mais vous avez déjà tenu votre conseil municipal? Vous avez déjà un budget? Non, vous savez qu'on ne peut pas tenir des conseils avec plus de 50 personnes. Et Bonabéry a 41 conseillers. Si vous comptez... Il y a d'autres mairies qui ont tenu leur conseil. Hein. Si vous comptez les mairies, peut-être 25. Parce qu'après, si vous comptez, quand on se met par Skype, si vous comptez, on peut faire de la distance et puis réunir le conseil. Parce que l'heure est grave, vous venez de le dire. Et s'il faut absolument que le conseil municipal se réunisse pour trouver des solutions, pour apporter des contributions. Vous avez parlé du collectif budgétaire tout à l'heure pour la loi, mais au niveau local, est-ce que vous n'y pensez pas? Madame Yemelon, je viens de vous dire qu'on sort là d'une séance de travail avec tous les conseillers. Il ne faut pas utiliser, ce n'est pas l'appellation conseil municipal implique beaucoup de choses, implique même de l'argent qui sort des caisses. D'accord. Pourtant, la volonté même des conseillers, c'est de contribuer, de voir cette maladie disparaître. C'est un peu comme ce qui se passe au niveau de la ville aussi. Vous savez que des concertations se tiennent là-bas avec les grands conseillers, avec, n'est-ce pas, les maires, pour mettre hors de la ville de Douala et même du Cameroun ce virus de malheur. Donc, ici, il n'est pas question pour nous de regarder, parce que quand vous parlez du conseil, ça implique les signatures. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de concertation, mais peu d'action. Et
la propagation, elle va de manière très rapide. Alors, vous l'avez dit, on vient de franchir la barre, on est autour de 2000 cas positifs. Alors, les consultations se multiplient, les distributions de masques, on lave les mains, mais la propagation se poursuit. Oui, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est contre-productif? Ce n'est pas contre-productif. Le problème, c'est la conscience même des personnes face à cette pandémie. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Le Camerounais est le seul être au monde qui réussit même de douter de ses propres capacités. C'est-à-dire qu'on a réussi à installer en nous le scepticisme, au point où nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous. Ce qui fait que quand on a une information, on voit l'information comme étant un fake. Cette pandémie est en train de faire des ravages dans le monde entier. Mais vous le dites aux gens, ils pensent que vous le leur dites pour vous, pour votre bien. Et pourtant, ils ne sont pas à l'abri. On a commencé par dire que c'est une maladie qui ne touche pas les Noirs, et puis c'est une maladie seulement pour les personnes âgées. Après, on a vu des jeunes décédés de cela. Mais jusqu'à présent, regardez, quand on a parlé tout à l'heure du port du masque. Donc, l'inconscience des personnes entraîne la propagation. Donc, ce n'est pas la mairie ou alors, je ne sais pas, les dirigeants qui vont, n'est-ce pas, stopper par un coup de bâton magique. Lorsqu'on dit déjà que port du masque obligatoire, vraiment, c'est pour la sécurité de chacun d'abord. C'est d'abord pour la sécurité de chacun. Donc, il est important aujourd'hui de le dire. Je profite d'ailleurs de votre antenne pour le dire. Nous devons être conscients. Mais, vous savez, ce qui est curieux, c'est qu'on croit plus aux fake news dans ce pays qu'à une information Parce réelle. que longtemps, il y a des choses qui ont été cachées. Et du coup, il y a de la suspicion qui s'installe dans l'imagerie, y compris dans l'imagerie populaire. On se demande toujours, mais qu'est-ce qui se cache? D'ailleurs, j'en viens avec la nouvelle stratégie de communication du gouvernement qui a choisi de taire désormais les cas positifs. Vous ne déclarez que des personnes guéries et accessoirement des morts. Ça alimente la suspicion. Je ne partage pas trop cette nouvelle façon, mais ils savent certainement pourquoi. Et j'ai dû voir que dans un tweet du ministre, c'est en fait la population qui a orienté cette communication parce que plusieurs critiques l'ont poussé à modifier ce type de communication. Bon, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, mais je voudrais dire, je ne partage pas totalement cela parce que je pense qu'il faut informer. Quand il y a un manque, à marteler le nombre de cas positifs, oui. Les gens vont créer l'information. Oui. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, je vous ai parlé par exemple du cas de Bonabéry, puisque nous étions en train d'en parler. À Bonabéry, on a pratiquement près de 8 décès déjà. Vous voyez? Mais les gens ne sont pas au courant. Lorsque on leur dit tous les jours, il y a 165 guéris, ils se disent, même si je contracte le virus, je vais guérir. Pourtant, il faut faire attention. Pourtant, des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train d'être infectés. Et c'est une situation qui se passe, n'est-ce pas, dans toutes les villes. Dans l'une de nos réunions avec le maire de la ville, je me rappelle encore quand il disait que parfois on m'appelle à 2h ou à 3h du matin parce qu'on veut enterrer quelqu'un. Mort de Covid, parce que vous savez qu'on ne garde pas ces corps-là. Mais si vous n'avez pas l'information, si vous banalisez le fait que des personnes sont en train de mourir, ou même les actions qui sont posées pour lutter contre ce virus, mais ça veut tout simplement dire que nous sommes des cadavres ambulants. Notre inconscience va nous tuer, quel que soit le degré de sensibilisation. Donc nous avons d'abord besoin d'être conscients, parce qu'il s'agit de notre sécurité. La sécurité du voisin, la sécurité de notre famille et la sécurité du pays. Jacques Dobel, certains ont réclamé pour une mise en place efficace de ces mesures barrières, un accompagnement du gouvernement camerounais qui semble être en cours d'évaluation. Oui, parce que je Vous comprenez que ce soit nécessaire? Absolument, parce qu'ailleurs on le fait. Cela ne veut pas dire que comparaison, c'est raison. Non. Mais si ailleurs on a trouvé que c'est opportun de le faire, pourquoi ne le ferions-nous pas? Nous avons des cas ici, des gens qui n'arrivent pas à manger tous les jours. Hein. Et si on demande à ces gens-là de rester cloîtrés chez eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Raison pour laquelle moi j'ai beaucoup aimé la sortie du président de la République qui a demandé qu'un comité soit rapidement mis en place pour évaluer les besoins de certains secteurs d'activité. Un mois plus tard.
ça fait rien. Rien ne s'improvise. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, merci. Bon, et je crois que c'est déjà quelque chose. Si on y est arrivé, parce que c'est pas parce que les autres ont démarré avant que absolument ils auront des résultats. Mais on a l'impression que ce qui marche ailleurs, c'est que les gens se sont bien préparés, ils ont pris les mesures très vite, et il y a très peu de nombre de cas positifs. Est-ce que ça réussit bien là-bas? Oui, mais comparé, même si comparaison n'est pas raison, comme vous le dites, prenez les chiffres des autres pays qui sont de notre taille, de notre capacité. Parce que moi, j'ai suivi des critiques au Sénégal, hein, où on aurait confié le marché à quelqu'un du système. Mais avec moins de 500 cas positifs aussi, non? Okay. Vous voyez, donc après, on en vient à se dire, est-ce qu'il attendons de voir comment le nôtre va démarrer et on va évaluer. D'accord. L'évaluation est nécessaire parce que à partir d'une évaluation, vous allez voir la nouvelle orientation que vous prenez. Ou alors restreindre certaines mesures, augmenter. L'évaluation est nécessaire pour toute action. Mais ce que je veux dire, c'est que le Cameroun est une particularité dans le monde. J'aime souvent le dire. Parce que on a menti sur tout dans ce pays. Sur tout. D'où la suspicion. J'ai toujours dit ceci. Le budget, même quand on le vote, il est déjà faussé. Je l'ai toujours dit. Pour une simple raison, Madame Yemelon. On ne sait pas combien de Camerounais existent au Cameroun et combien de familles vivent au Cameroun. Dès que vous n'avez pas ces données, on n'a pas les chiffres ce que vous faites, justement, est basé on ne peut pas planifier sereinement sur du néant. Je vous prends un exemple. Lorsque cette crise a démarré, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il est temps. Parce que le Cameroun a quand même une structure. Une bonne structure. Vous avez la mairie, vous avez les villages, vous avez le quartier, puis vous avez les blocs. J'ai dit ceci, il est temps qu'on puisse au moins, qu'on devienne au moins sérieux à un moment donné. Qu'on mette à contribution les chefs de bloc, chefs de quartier, les chefs de village, les maires. Que dans chaque bloc, que chacun fasse son travail. Qu'il arrive dans son bloc, qu'il dise, j'ai tel nombre de familles dans ce bloc. Et pour dans telle famille, j'ai tel nombre de personnes. Que l'information réelle remonte au niveau du chef de quartier. Que l'information du chef de quartier remonte au niveau de la mairie. Que la mairie ait des données claires. Et là, parce que voyez-vous, s'il arrive que nous sommes obligés de nous confiner, je ne crois pas que ce sera le cas, mais s'il arrive, comment est-ce que vous allez procéder à la distribution si vous ne connaissez pas le nombre de familles, le nombre de personnes qui vivent dans le pays? En plus, vous avez une économie qui s'appuie beaucoup plus. Vous avez une économie qui s'appuie beaucoup plus sur l'informel. Vous avez près de 85% qui sont dans l'informel. Mais comment on saura quels sont les critères de la fragilité? C'est à partir de ces données, madame. Lorsque vous avez un bon recensement qui est clair, on sait que dans telle famille, voici les méthodes de revenus de cette famille. Parce que quand vous le faites, vous pouvez croire qu'il s'agit juste d'une opération, mais en même temps, vous connaissez le nombre de contribuables que vous avez. C'est-à-dire, en rien, l'État ne perd. L'État sort gagnant. De telle sorte que quand il y a une prévision à faire, on est clair. On sait que voici ce qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit l'action qui peut être menée, même si on dit qu'on mettait 100 milliards, comment vous distribuez cela? C'est ça. Comment? Aux 360 000 fonctionnaires, ou bien vous connaissez que vous avez même combien dans le privé, parce que là encore c'est un autre problème. Les sociétés s'arrangent à ne pas déclarer tous leurs employés parce qu'ils ne veulent pas payer la CNPS, ils ne veulent pas, même comme, je profite d'ailleurs pour saluer l'excellent travail qui se passe du côté de la CNPS, même comme aujourd'hui vous avez la possibilité de vous déclarer vous-même, n'est-ce pas? Mais combien sont même conscients que... Et d'ailleurs, j'apprenais aussi hier par le ministre de la Jeunesse qu'il y a, n'est-ce pas, des personnes qui ont été formées dont l'État prend en charge le paiement de la CNPS à 100%. Des jeunes. Des mesures incitatives pour l'emploi. Vous voyez? Donc autant de choses. Et lorsque les Camerounais ne sont pas informés, si nous-mêmes nous entretenons ce flou-là, nous ne sommes pas en train de construire un pays. Nous sommes en train de construire un monstre. Nous sommes en train de construire un monstre. Alors, vous direz sereinement que le gouvernement s'avance vers l'éradication de cette pandémie ou pas? Je ne parlerai pas du gouvernement, mais ce que je dirais, c'est que nous devons avoir la volonté d'aller vers l'éradication. C'est lui qui donne le ton. Le gouvernement
est aujourd'hui l'acteur principal, c'est-à-dire que le technicien. Donc vous ne pouvez pas ne pas parler de nous lui. donnons, d'ailleurs de tout cœur, tout notre soutien pour que ce virus soit, n'est-ce pas, mis hors de nos frontières. D'accord. Et comme je l'ai dit, l'heure n'est pas la polémique politique. L'heure est à la proposition. Et qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, nous avons fait des propositions. Si aujourd'hui les frontières sont fermées, cela fait partie de nos propositions. Mais un mois plus tard, en observant, 1000 cas plus tard, une vingtaine de décès plus tard, vous vous dites qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il faut maximiser, il faut continuer dans la prévention. Alors qu'on est parti de 0 décès à une vingtaine en un mois? C'est aussi, nous n'avons pas été préparés. Ça ne veut pas dire que si on part, vous savez que le virus a... il y a tout ce qui se passe autour. Aujourd'hui, il y a des prises en charge qui sont faites. Je salue aussi, n'est-ce pas, l'action du ministre, en passant de la santé, qui, dès qu'il y a une dénonciation, il y a tout de suite une action rapide. Mais il faut dire que il faut continuer dans la sensibilisation pour, n'est-ce pas, prévenir. Même si nous avons 1000 cas, parce que ce qu'il faut éviter, c'est que nous puissions avoir 1000 cas qui ont besoin d'assistance respiratoire. Alors, la sensibilisation aussi peut-être pour les populations, parce que les chiffres officiels nous parlent de 21 décès, et dans les 21 décès, on parle de 11 seulement pour le littoral. Je ne vais pas dire seulement qu'une vie ne vaut pas une vie, mais vous nous avez parlé de 8 à Bonabéry, donc il n'y a que 3 autres qui sont morts dans les Non, je pense que le gouvernement doit revoir ses chiffres. Je crois personnellement, comme j'ai dit, c'est pas le moment d'entrer. Ou alors tout le monde ne meurt pas du Covid au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, chaque mort semble être assimilée au... Oui, et puis tout le monde ne meurt pas du Covid. Il y a aussi ça, parce que vous avez des morts qui n'ont pas eu la confirmation, n'est-ce pas, des résultats. Mais on les a rapidement enterrés parce qu'on s'est dit, vu les circonstances du décès, on s'est dit qu'il fallait justement enterrer ces personnes. Et tout de suite, c'est déclaré comme étant des morts du Covid. En même temps, il y a une peur parce que le corps ne peut pas faire plus de 6 heures. Il y aura, n'est-ce pas, le virus va se propager avec beaucoup plus de force. Donc, il faut dire que dans les propositions, quand j'ai demandé cette suppression des charges, parce que aujourd'hui, quand vous allez observer le comportement des entreprises, certaines sont en train de mettre en chômage technique leurs employés. Parce que les charges restent et demeurent. Par contre, si l'État... Il y en a qui ont dû baisser les salaires de moitié, proposer de baisser les salaires de moitié. D'autres préparent même déjà des licenciements. Mais parce que si l'État revoit, n'est-ce pas, supprime les charges sur des entreprises, sur les entrepreneurs, il est possible que les entrepreneurs, les employés gardent, n'est-ce pas, leur emploi. Vous voyez, parce que les charges sont énormes et elles sont lourdes. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire le choix de la raison. Et ici, il s'agit du choix de la raison. C'est encore triste de voir que certaines banques appellent comme ça leurs créanciers pour dire, mais vous n'avez pas encore payé. Après, le business se poursuit et certains bailleurs qui attendent aussi les loyers des locataires, de ceux-là qui peut-être perçoivent déjà 50% de leur salaire, et bien d'autres choses. Donc, il y a autant de choses. Au moins, ces mesures-là doivent être prises. Et je crois que les députés sont encore là. On ne paie rien à rectifier, n'est-ce pas, la loi des finances qui a été votée en 2019 pour le compte de 2020. Ça, c'est sur le plan fiscal, mais est-ce que sur le plan social, vous êtes très sensible à la question de la jeunesse? On annonce le retour des classes au 1er juin 2020. Lorsque vous observez comment la maladie se propage et comment elle est gérée au Cameroun, est-ce que vous pensez que c'est tenable? Mais vous savez que nous, on a toujours fait dans du copier-coller. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on voit les autres faire, on se dit que nous aussi. Oui, après le virus... Sauf que nous, on ne réfléchit pas. Le virus est apparu là-bas un peu plus tôt que nous, donc on peut calquer notre mode de prise de décision sur le leur, en sachant comment est-ce que la courbe... Vous avez vu la batterie des mesures, qui a été déployée de ce côté-là. Bon, il fallait donc qu'on copie aussi cette batterie de mesures qu'on applique ici. Parce qu'on ne peut pas se dire que, n'est-ce pas, d'ici fin mai, cette pandémie sera complètement maîtrisée. Parce qu'on ne sait pas combien de personnes seront jusque-là contaminées. C'est vrai qu'il y a un protocole de traitement qui est là, je crois que c'est ce que les médecins appliquent, mais ça ne garantit en rien le fait que le virus soit maîtrisé d'ici la fin. Je pense que la priorité serait de maîtriser ce virus et après, on pense donc
ramener nos enfants à l'école. Et ça démontre aussi les faiblesses que nous avons. Monsieur Matomba, on peut vous objecter que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé et que nous ne perdons peut-être rien à appliquer chez nous ce que les autres ont pu faire avec succès. Qui a marché, oui. Oui, mais il faut voir le niveau des autres, monsieur cher aîné. Leur niveau social. Et regardons le nôtre. Parce qu'avant d'appliquer, avant de dire que oui, nous sommes dans un monde globalisé, c'est beau, hein? C'est beau. C'est-à-dire que comme ils prennent l'avion, nous aussi nous prenons l'avion. Comme ils font ceci, nous aussi on fait. Mais quand ils disent donc qu'ils déploient une batterie de mesures, ils vont payer des gens, ils vont supporter les entreprises de ce côté-là pour que les entreprises ne licencient pas, pour que les salariés gardent leur salaire. Et nous ne pouvons pas faire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas... Quand ils disent qu'ils donnent des cours, des gens prennent des cours à partir des domiciles, nous ne pouvons pas nous donner ce luxe. Oui, parce que vous avez Eneo qui, quand il se rappelle que ça fait un moment... C'est pas intentionnel aussi. Je veux dire, bon, après, ils nous donnent des excuses que c'est parce que les gens ne payent pas et autres, mais il y a aussi l'infrastructure qui va avec. C'est des problèmes. On a la Sonatrel qui est arrivée, qui est arrivée, mais on ne sait pas trop ce qui se passe depuis pour le transport de l'énergie. Donc, il y a autant de choses. Donc, vous voyez, ce flou nous amène dans un melting pot. Mais vous savez que l'enseignement à distance a été développé et même mis en place depuis le 17 mars, dans nos universités notamment. Nous avons fait une série de reportages sur les écoles qui organisent tant qu'elles peuvent, ces écoles, l'accès aux devoirs, aux cours dans les classes par des groupes WhatsApp. Mais parce que vous n'avez pas, vous qui êtes si sensible aux questions d'éducation, vous n'allez pas demander qu'on laisse les enfants pendant un mois à la maison sans rien faire ou qu'on attende indéfiniment jusqu'à ce que la pandémie s'arrête. Permettez-moi d'abord de féliciter, n'est-ce pas, tous les enseignants qui sont en train de se déployer, n'est-ce pas, pour que nos enfants ne perdent pas, ne fassent pas une année blanche. Parce qu'il y a aussi ça, et encourager même ceux-là qui ont pensé comme ça que l'école à distance pouvait fonctionner. Sauf que les réalités du pays nous rattrapent. Les réalités du pays nous rattrapent. Combien de personnes sont capables de suivre ces cours à distance? Est-ce que vous vous êtes penché sur la question? Vous avez Bien fait évidemment. Tout un programme politique sur l'éducation. Vous savez que notre... le point principal de notre projet de société, c'est l'éducation. Justement. Et nous sommes allés très loin lorsque nous avons développé le mécanisme de financement pour que non seulement tout le monde ait accès à l'école, quel que soit l'endroit, c'est-à-dire que vous pouvez être à la maison, mais parce que l'école devrait être accompagnée, supportée par un mécanisme de financement propre à lui. Et vous évoquez déjà l'économie numérique en soutien à l'éducation? Il y a plusieurs années. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous voyez, on essaye de rattraper parce que nous savons, Quelle est la réalité? Parce que si vous avez fait une proposition, ça veut dire que vous êtes parti sur un vécu. Quelle est la réalité aujourd'hui? La réalité, Madame Yemelon, c'est que ce que nous faisons, c'est faire semblant de donner à nos enfants ou alors... C'est 0% pour tout le monde? Je ne dirais pas que c'est... Non, je ne pourrais pas dire que c'est 0%, mais c'est moins de 5%. D'accord. C'est moins de 5% et c'est insignificatif. Je crois que nous devons maximiser et c'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure que nous devons repenser nos priorités et savoir comment les définir. Vous voyez un peu, l'enseignant que nous avons négligé hier, ou alors le médecin que nous avons négligé hier, quelle est sa place aujourd'hui dans la société? Est-ce que vous allez voir, est-ce qu'on va aller chercher, je ne sais pas, les footballeurs ou les musiciens pour venir nous sortir de cette situation et bien d'autres? Je veux dire, ces personnes que nous vénérons, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas... Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais je veux dire que nous devons donner la place que chacun mérite dans une société. L'enseignant, si vous n'avez pas d'enseignant, vous n'aurez pas de médecin. Si vous n'avez pas d'enseignant, vous n'aurez pas de président. Si vous n'avez pas d'enseignant, vous n'aurez pas de ministre. Si vous n'avez pas d'enseignant, vous n'aurez pas de cadres. Mais regardez dans quelles conditions nos enseignants sont. Aujourd'hui, on prend certains qui ont même beaucoup la volonté, excusez-moi d'utiliser le terme, on les ridiculise presque. Parce qu'on n'a même pas actualisé, c'est-à-dire que ces enseignants, même pour la plupart, ne vont pas dans un recyclage.
Vous voyez? Il n'y a pas de remise à niveau perpétuelle. Il n'y a pas de remise à niveau. Et vous amenez dans ces personnes, Et du coup, certains vous les sont très exposez mal à l'aise aux yeux. aujourd'hui à parler de l'éducation à distance. Alors est-ce que vous savez la gymnastique que le ministère fait pour avoir ceux qui passent à la télé? Mais dites-nous, quelle est la gymnastique? Non, c'est toute une gymnastique. C'est pas tout le monde à part Dites-nous. ça. Et puis, ce sont vraiment des personnes volontaires et autres, tout ça. C'est pour ça qu'il faut saluer. C'est pour ça qu'il faut saluer. D'autres n'ont pas le courage de le faire. Pourtant, pourquoi donc? Ben écoutez, on a eu des mauvaises habitudes qui sont devenues des habitudes. La transmission devant les élèves n'est pas la transmission via la caméra. Ben on doit pouvoir s'habituer parce que enseigner, c'est enseigner. Enseigner, c'est enseigner. Qu'on soit devant une caméra ou pas, c'est à ce niveau qu'il faut, n'est-ce pas, mettre les enseignants à niveau. Alors, certains n'ont pas connu de téléphone dans le passé. Jusqu'à ce jour, il y a des enseignants qui n'ont pas de téléphone. Peut-être vous ne le savez pas. Ça, c'est vrai. Mais il y a des enseignants encore moins de qui téléphones n'en ont pas. Android. Encore moins de téléphones Android. Et vous allez dire à ce dernier, parce que j'ai vu aussi, il y a plusieurs groupes d'enseignants qui ont, dans des écoles de formation, ils ont créé des groupes WhatsApp avec leurs étudiants, dont ils essayent d'échanger. Ils échangent des voices, des vidéos. Voilà. Et vous voyez comment ils s'efforcent. C'est du bricole. Est-ce qu'il faut arrêter tout ça et se dire, attendons la fin de la pandémie pour non, vaut mieux reprendre? 1 que 0. Vaut mieux 1 que 0. Donc, on ne peut pas arrêter tout ça. Il faut encourager et comprendre aujourd'hui la valeur, n'est-ce pas, de ces enseignants. Est-ce que vous sentez que l'État se bouge face à cette situation? C'est-à-dire, il se dit, ah tiens, on n'a pas beaucoup travaillé sur l'enseignement à distance, qui est par contre quelque chose de très partagé dans le monde, et qui se dit, on va mettre des moyens là-dessus, on va mettre des efforts pour que ça ne nous arrive plus. Vous savez, ma préoccupation présente, c'est le Covid-19. Je ne crois pas trop que... Vous avez aussi dit qu'il faut se projeter. Oui, donc, mais je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop que présentement l'État soit vraiment préoccupé par ça. En train de se projeter. En train de se projeter, parce que au-delà de la projection, mais le ministère de l'Enseignement supérieur qui est impliqué en quoi dans le Covid-19? Il y a des études qui ont, n'est-ce pas, qui pouvaient motiver l'État, n'est-ce pas, à aller dans, vraiment dans l'enseignement, dans ce type d'enseignement à distance depuis fort longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Vous direz que c'est un problème de gouvernance? C'est un problème de priorité. D'accord. C'est un problème de priorité et c'est un problème de gouvernance. Gouverner, c'est prévoir. Si vous définissez mal vos priorités, alors vous devez payer le prix. Et c'est ce prix-là que nous sommes en train de payer aujourd'hui. Il y a un problème d'équipement aussi. Parce que nous connaissons les problèmes de l'électricité au Cameroun. Il en a parlé tout à l'heure. De la connexion Internet aussi. Lorsque vos priorités sont mal définies, il est évident que vous ferez ce qui n'est pas important au lieu de prioriser ce qui est plus important. Prenons un cas simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas construire les stades. Ça ne voudrait pas dire ça. Mais imaginez-vous un seul instant qu'on s'était dit qu'avec tout ce qui a été dépensé autour des stades, donc la priorité serait la santé publique des Camerounais. On se préoccupe d'eux. On doit les soigner. On doit 15% du budget du Cameroun à la santé, on doit donner, n'est-ce pas, un plateau technique conséquent, des hôpitaux. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, personne ne peut aller se soigner ailleurs. Nous sommes obligés tous de fréquenter ces hôpitaux. Les frontières sont fermées. Si nous n'avons pas des hôpitaux de qualité, les gens iront où? Bon, maintenant, nous avons priorisé le stade. Est-ce qu'on ira se soigner au stade? Non. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu mettre la valeur humaine. La valeur humaine n'est pas au devant de la scène. Ce que nous mettons beaucoup plus, c'est le divertissement, c'est-à-dire l'entretien de nos yeux et l'entretien de nos yeux. Je vais utiliser ce terme-là. Et c'est trop grave. Il y a des pays dans ce monde, 20% de leur budget est affecté à l'éducation. Est-ce que vous avez fait les calculs pour les nôtres? La santé, 3%. l'éducation. Je vous donne le chiffre. Moins de 3%. Je vous donne les chiffres. Mais ça veut dire que l'éducation n'est pas une priorité. Parce qu'on se dit au Cameroun que tous les Camerounais savent bien parler, ils réfléchissent bien, ils analysent bien. La conséquence de l'analyse, c'est que l'homme qui analyse trop ne mène pas d'action. Monsieur Matumba, on peut également vous opposer que le virus a fait plus de dégâts
dans les pays que l'on croyait les plateaux très techniques sont équipés, de très pointe, de équipés. qualité. Les gens partent d'ici pour aller se soigner en Europe, aux États-Unis. Et c'est là-bas que le virus a fait le plus de dégâts. Ben, nous ne pouvons pas regarder, n'est-ce pas, comparer, si vous voulez, ces pays-là aux nôtres. Vous savez pourquoi? Pas du tout. Vous savez pourquoi? Ce virus pouvait ne même pas faire un mort au Cameroun. Si nous aussi, nous avions valorisé ce que nous avons toujours connu, notre médecine traditionnelle. Ouais. Où en sommes-nous avec cela? Parce que, voyez-vous, si nous ne valorisons pas ce que nous avons, qui le fera à notre place? Nous avons pu intégrer dans notre logiciel, dans notre tête, que tout ce qui est bien est tout ce qui est moderne. C'est-à-dire la médecine moderne. Et pourtant, nous avons nos parents, nos grands-parents, qui ont vécu à plus de 100 ans, qui ne savaient pas ce que c'est qu'un comprimé, qui ne savaient pas ce que c'est qu'une perfusion, qui ne savaient que ce que c'est que des écorces et mélanges. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Je vous dirais même, au savoir de l'Afrique pour cela. Je vous dirais autre chose, c'est que nous valorisons tout ce qui vient de l'extérieur. Parce que la médecine chinoise et indienne, qui sont très en vogue au Cameroun en ce moment, c'est la médecine traditionnelle dans ces pays-là. Hein. C'est un problème de culture. Voilà. J'ai appelé vivement à une révolution culturelle et j'en appelle encore. Parce que la révolution culturelle nous fera redéfinir même le type de Camerounais que nous voulons avoir. Par conséquent, le type de pays dans lequel nous voulons vivre. Parce qu'aujourd'hui, nous valorisons tout, sauf ce qui vient de chez nous. Et nous attendons que les autres valorisent ce qui vient de chez nous, ce qui n'est déjà pas possible. Et les leçons pour vous, pour ce Covid, c'est quoi? Il est temps, les leçons, Oui, c'est que l'Africain, le Camerounais, doit se questionner sur son identité réelle. Se poser des bonnes questions. Nous devons provoquer cette révolution et nous devons avoir des hommes de valeur, avoir des modèles africains sur lesquels nous devons nous appuyer, avoir des hommes sur lesquels nous devons dire, voilà nos médecins. À partir de notre médecine, un personnel soignant très mal voici en point, d'ailleurs, le type d'éducation. Voici le type d'éducation. Parce que je vais vous surprendre, Madame Biemelon. Peut-être ça ne fait pas partie n'est-ce pas, de notre échange, qui va s'achever dans une minute. Mais dès que je deviendrai président dans ce pays, mais il n'y aura pas des Camerounais qui auront 3 maisons. Parce que vous m'expliquez que vous faites quoi avec 3 maisons? Pendant que d'autres n'ont même pas où dormir. Mais nous sommes dans une société libérale. Écoutez, oui, là, en ce moment-là, on va arriver peut-être, ce sera un nouveau débat et je vous expliquerai pourquoi. Parce que nous ne pouvons pas copier ce qui se passe ailleurs et croire que c'est ça qui fait de nous les hommes de valeur. Ce n'est pas parce que je porte la veste que je suis plus important qu'un monsieur qui a porté, n'est-ce pas, sa tenue traditionnelle. Ce n'est pas parce que j'ai une voiture que je suis plus important que celui qui marche à pied. Ce n'est pas parce que j'ai été nommé que je suis plus important que la vendeuse de beignets. C'est parce que quoi? La valeur, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans valeur? Madame Yemelo, la valeur, c'est l'être humain. Je valorise l'être humain. J'ai du respect pour l'être humain. Je suis beaucoup plus attaché à l'être humain qu'au matériel. Et c'est à partir de là que nous comprendrons que nous n'avons pas besoin de voir notre voisin dormir en famine parce que nous sommes en train de construire un mur. Et il est important de donc repenser, d'aller vers cette révolution culturelle pour que nous puissions nous réarmer, armer et devenir même des exemples dans le monde. Pourquoi pensez-vous que les gens qui nous ont copiés hier, parce que c'est ce qui s'est passé hier, ne peuvent pas le faire aujourd'hui? Pourquoi nous sommes en train de copier ceux-là qui sont venus chez nous, tout prendre? Donc, il est important aujourd'hui que nous puissions nous réveiller. Merci. C'est comme ça que nous allons libérer notre pays. Merci Serge Matombo. On vient de passer 1h10 à échanger. Jacques Douben, merci. Ils disent tous déjà quand l'heure est arrivée. Et je vous souhaite un excellent week-end. Merci d'être passé par ici. Nous espérons vous retrouver peut-être dans d'autres tranches sur Canal International à reparler de cette pandémie qui semble va nous habiter encore quelques jours. Ou alors on est bien pressé de voir la butée hors de notre pays très vite. Je voudrais que vous disiez un mot au personnel soignant, vraiment un mot, parce que c'est un personnel qui est en front line, qui est très mal en point. Je voudrais encourager vraiment tout le personnel soignant. Ce qui se passe aujourd'hui est très dur. Je le sais. Mais je sais aussi que vous avez de la volonté.
Et rassurez-vous, aujourd'hui, pour ceux qui en doutaient, savent que vous êtes des personnes valeureuses. Et d'ailleurs, pour le moment, nous avons dans nos hôpitaux environ 374 personnes, dont une trentaine de cas sévères de Covid-19. C'est une déclaration du ministre de la Santé qui sera l'invité du 19h50 sur Canal 2 International. Il évalue le premier mois de mise en application des mesures barrières édictées par le gouvernement et la nouvelle stratégie du gouvernement de la lutte contre le coronavirus. Merci d'être passé par ici encore. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à vous, Jacques Dobel. C'est avec plaisir que nous retrouverons nos téléspectateurs lundi prochain si nous sommes encore en vie. Bon week-end, au revoir.